Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 28 décembre 2025, la dernière édition du Web Journal pour l'année 2025. Aujourd'hui, on a encore une fois quelque chose d'explosif, mais qui est passé pour beaucoup sous le radar, mais qui va évidemment changer encore une fois complètement le monde dans lequel on vit. Et je suis toujours surpris de voir que les commentateurs, encore une fois, les commentateurs européens passent à côté d'informations hyper pertinentes pour comprendre le système international, la révolution qui est en train de se produire dans le système international. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. On vous a parlé lors des deux derniers web journaux avant la pause de Noël. On vous a parlé du document sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis qui ne voyait plus en la Chine et en la Russie des ennemis, mais plutôt simplement des compétiteurs. Et ce document, qui a fait beaucoup de bruit en Europe, hein, tout le monde en a parlé et les politiciens européens l'ont commenté en disant « Ouais, bon, les États-Unis, de quoi ils se mêlent? Et puis, on se fait traiter, ils sont maintenant nos ennemis, etc. » J'ai expliqué tout ça. Le document n'était pas aussi radical que ça, mais pointait du doigt les problèmes en Europe et stipulait que l'Europe, ça c'est ça ici, le document que l'Europe devait changer notamment sa politique migratoire si elle ne voulait pas sombrer dans l'insignifiance et changer complètement de cercle, comment je pourrais dire, de zone d'influence. Hein. Les États-Unis voulaient garder une zone d'influence occidentale, c'est-à-dire une zone d'alliance occidentale cohérente, avec une forte cohésion culturelle. Or, les politiques migratoires de l'Europe étaient en train de s'aborder tout ça et l'Europe, on a expliqué tout ça. Mais il y a un deuxième... Et là donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez, ce document-là sur la sécurité, qu'est-ce qui manque à ça? Qu'est-ce qui manque à cette analyse pour compléter vraiment le tableau de la révolution complète? Donc, Trump, on l'a expliqué pendant 8 ans, ça va faire bientôt 8 ans qu'on est à Radio-Québec. Hein, je pense la deuxième semaine de janvier, on va célébrer notre 8e anniversaire d'opération et on vous remercie. Et si, encore une fois, pendant que j'y pense, là, à la fin, on vous explique, on vous donne les façons de nous aider, de nous soutenir, des analyses qui se sont révélées pour 99% d'entre elles. En fait, c'est 100%, mais on va admettre un... Non, OK. Très juste et prémonitoire et en plein dans le mille, comme on dit. Et donc, la meilleure information disponible depuis 8 ans, et donc c'est grâce à ceux qui nous ont soutenus. Ceux qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent Radio-Québec nous donnent, la liberté d'expression parce que il faut avoir la liberté financière pour avoir un micro comme celui-là. Et vous aussi, vous le faites, vous rendez ça possible pour les centaines de milliers de personnes qui écoutent gratuitement. Donc, c'est un don pas juste à Radio-Québec, mais c'est un don par ricochet à tous ceux qui écoutent et puis qui n'ont pas les moyens de... Donc, si vous avez les moyens de nous aider, n'hésitez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque à ce tableau? Qu'est-ce qui manque à ce tableau de le renversement des objectifs de sécurité nationale des États-Unis? Hein, ça a été, moi, depuis que je suis à l'université, quand j'étais à l'université à la fin des années 90, c'était toujours... l'objectif, la stratégie nationale de sécurité américaine, c'était toujours de gagner 2 guerres simultanées sur 2 théâtres d'opérations simultanées, c'est-à-dire gagner une guerre en Europe et gagner une guerre en Asie. C'était ça, les États-Unis voulaient continuer à être la puissance, la superpuissance mondiale et être capable de gagner simultanément sur 2 continents des guerres Theater Operation Warfare, là, des guerres régionales. On ne parle pas de Troisième Guerre mondiale, et ça a toujours été ça. Et là, pour la première fois en peut-être 40 ans, peut-être au moins 30 ans, au moins depuis la fin de la guerre froide, il y a ce renversement-là, et maintenant, c'est l'Europe qui est pointée du doigt. Alors, c'est majeur. Mais qu'est-ce qui manque? Encore une fois, je reviens à la question, qu'est-ce qui manque à ce tableau, évidemment? Il manque toute la question de la finance. Les guerres sont toujours, vous le savez, là, les Rothschild, etc., qui financent les 2 parties, le système bancaire qui finance les guerres, qui finance... Il y a beaucoup de films, hein, comme le film L'International avec Clive Owen. C'est un excellent film. Et dans le film, le personnage de Clive Owen interroge une des personnes dans son enquête et lui dit pourquoi les banques
finance le trafic d'armes, à gauche et à droite, etc. Et la personne à qui l'interroge lui répond, lui dit, c'est pour, Clive Owen, encore innocent, dit, c'est pour faire des profits, c'est juste des profits, hein, c'est juste pour l'argent. Et le gars, il dit, non, 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 c'est pour la dette. C'est-à-dire, tu veux, la guerre crée de la dette. La guerre coûte tellement cher qu'elle fait en sorte que les pays du système international sont endettés à la finance internationale. C'est un thème récurrent à Radio-Québec. On en parle occasionnellement, peut-être aux 6 mois, mais là, le document, donc c'est le pendant financier du document sur la stratégie de sécurité nationale, c'est le pendant financier de ça et c'est révolutionnaire. Donc, le FSOC, le Financial Stability Oversight Council, qui a publié son rapport et c'est un renversement complet des priorités financières des États-Unis. Les banques y perdent et ce sont les foyers américains qui y gagnent. C'est un renversement de la pyramide. Vous voyez, c'est-à-dire que si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé lors de la crise financière de 2008, autant aux États-Unis, la crise des subprimes, là, autant aux États-Unis en 2008 qu'en Grèce, ou etc., ça a toujours été que les banques sortaient gagnantes et c'était le petit peuple qui payait. N'est-ce pas? C'est ça, right? La crise des... Bon, on va y aller, là, je ne veux pas, comme encore une fois, faire ce que je fais comme à l'habitude, vendre le punch dès le début, mais c'est toujours les petits épargnants qui payaient pour les gros investisseurs, pour renflouer les gros investisseurs, ce qu'on appelait en anglais « too big to fail ». On ne peut pas laisser le secteur financier s'effondrer, donc il faut les renflouer avec de l'argent public, etc. Et où, tu sais, Goldman Sachs, par exemple, comme en Grèce, la crise des dettes souveraines européennes en 2008-2009, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Goldman Sachs qui maquille les chiffres pour faire entrer la Grèce dans l'Union européenne. Finalement, l'économie grecque s'effondre. Et la finance rachète la Grèce, morceau par morceau. Une île ici, un système d'aqueduc là, un réseau portuaire ici. Et donc, ça a toujours été, les peuples ont toujours été perdants face à la finance internationale. Et le document qui vient d'être publié par l'administration Trump renverse ça complètement. Donc, c'est majeur. Et c'est une déclaration de guerre envers le système financier international. Et par ricochet, oui, l'or et l'argent aussi qui vont revenir. Et par ricochet, la City à Londres. Vous savez, la City à Londres, là, c'est comme on dirait le square mile. Là, il y a comme un mille carrés, parce que c'est tout le secteur financier. Et c'est eux, en fait, ce qu'on appelle la City. C'est pas la ville de Londres, c'est la City. C'est le secteur financier. Et c'est le secteur financier qui fixe les prix, le cours de l'or international. C'est eux qui gèrent, ils ont énormément d'influence sur les banques, les Rothschild sont là, etc. Et beaucoup des... les banques centrales, ben, ça c'est comme un peu le noyau. Il y a la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, qui ramasse l'argent de toutes les banques centrales, puis il y a la City à Londres. C'est les deux centres financiers, mais la City encore plus. La City est beaucoup plus influente que la Banque des règlements internationaux. Et c'est ça, c'est je pourrais dire le quartier général des Rothschild, on pourrait dire, pour faire une simplification. Là. Et vous voyez, à titre d'exemple, quand les États-Unis sont devenus indépendants, il y a eu plusieurs tentatives, malgré leur indépendance politique, il y a eu plusieurs tentatives d'imposer une banque centrale aux États-Unis. À plusieurs reprises, il y a eu, et c'était les Anglais qui essayaient d'imposer une banque centrale aux États-Unis pour pouvoir contrôler l'économie. Et à partir du moment où est-ce que tu contrôles l'économie, tu contrôles la population, tu contrôles les politiques, tu contrôles, etc. Fait qu'ils ont été, à plusieurs reprises, ils ont tenté et ils ont échoué. Et une des personnes qui a fait échouer ce processus d'implanter une banque centrale aux États-Unis, c'est le Andrew Jackson, hein, dont Trump a un buste dans le bureau ovale. Okay? Et sur la tombe de Andrew Jackson, c'est marqué « The man who killed the bank ». C'est l'homme qui a tué la banque. Parce que ça, en empêchant les Anglais, les tentatives, les agents anglais de créer une banque centrale aux États-Unis, Andrew Jackson préservait la souveraineté non seulement économique, monétaire, mais politique
américaine. Ça a toujours été, et cela jusqu'en 1913, où il y a des personnes qui ont comploté sur, je pense, c'est-tu Ellis Island, pour créer la réserve fédérale. Et ils sont allés durant le temps de Noël, là, à peu près quelque chose comme le 28 décembre ou le 29 décembre ou le 31, le 30, décembre, ils se sont réunis, alors que le Congrès était en relâche, ils se sont réunis, quelques congressistes se sont réunis et ont voté l'acte de la réserve fédérale dans le dos des représentants du peuple, ce qui a instauré la réserve fédérale et donc la création d'une banque centrale qui prêtait au gouvernement américain. Et là, à partir de ce moment-là, la dette américaine a commencé, c'est-à-dire le processus cyclique de l'impossibilité de sortir de la dette à cause des intérêts, etc., etc., etc. Bon. Voilà. Et ça a toujours été ça. Ça a été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique. Et le fait d'avoir une banque centrale, ça tue la souveraineté politique. Et donc, il y a cette espèce de. Il y a cette espèce de partie de bras de fer entre la City à Londres, d'où émanent un peu ces tentatives de créer, malgré le fait que les États-Unis aient déclaré leur indépendance de l'Angleterre, l'Angleterre maintient des liens de vassalité économique avec les États-Unis à travers le contrôle des banques, la Réserve fédérale, etc., etc. C'est privé, hein? Ça n'a rien de fédéral, ça n'a rien de réserve, c'est vraiment une banque privée qui contrôle le gouvernement américain. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec la création de ce document-là, justement, c'est le renversement complet de cette... On l'attendait, n'est-ce pas? Tu sais, les gens, ils disent Trump est contrôlé, etc. Pierre Hillard, les Juifs, le pouvoir bancaire, etc. Regardez, si encore une fois, encore une fois, si ça tient la route, toute cette histoire de Trump contrôlé, Trump est un mondialiste, Trump est un milliardaire, il fait partie du club, etc. Regardez réellement les faits. Allez dans les détails, lisez les documents au lieu de raconter des âneries avec un petit... Il y a des gens qui ont un micro et qui racontent des âneries, là, c'est comme... c'est des âge mental de 8 ans en politique, là. Mais donc, c'est ça. Et donc, ce document-là, qui a été signé par Scott Bessent, le directeur du commerce américain. Scott Bessent, les gens disaient « Ah, il a travaillé pour George Soros, etc. » Oui, il a arrêté en 2015, avant que Soros devienne comme toxique avec l'immigration, etc. Et Trump l'a pris parce que Scott Bessent est je l'avais expliqué ça dans un web journal, Scott Bessent est un spécialiste de la macroéconomie. Fait que tu vas chercher les meilleurs, tu sais, c'est pas... tu vas chercher les meilleurs. Et c'est pour ça que ça fonctionne aux États-Unis, alors que nous autres, ailleurs, là, au Canada surtout, on est dans les quotas. On met des quotas de personnes dans nos gouvernements les plus incompétentes tant qu'on remplit des quotas de diversité. Puis après, on se demande pourquoi nos économies vont mal. Trump, il n'opère pas sur la base du quota. Il prend les meilleurs, puis il les met au gouvernement. Puis si ça ne fait pas, il les renvoie. Voilà. Donc, on va parler de ce document-là, hein, de géofinance un peu, de cette déclaration de guerre aux banques centrales, on pourrait dire, et aussi à la City à Londres. Et on va voir pourquoi les Anglais ne sont pas contents. On va parler aussi de J.D. Vance qui annonce la fin de la culpabilité blanche, hein, white guilt, qui a été pendant près d'un demi-siècle, la justification morale pour la destruction de la culture européenne, étant donné que les Blancs étaient mauvais. Tu sais, c'est les Blancs, le patriarcat, etc., dans l'imaginaire collectif de la gauche, là, c'est comme, c'est l'origine du mal, là, genre Amityville ou bien genre L'Exorciste, là, Origin of Evil. Les hommes blancs. Et ça a été ça pendant ça. On a justifié toutes les politiques de diversité, d'exclusion des Blancs, le métissage forcé, de l'immigration, de la destruction de la culture européenne, du remplacement des Blancs dans les films par... Tu prends Mozart, maintenant, il est comme rendu noir. Là, c'est comme, what? Ça a été donc cette espèce de destruction, de réécriture de l'histoire, de la destruction de la culture européenne et aussi cet acte de démoralisation des populations occidentales parce que si tu veux détruire une civilisation, n'importe quel militaire le sait, tu dois démoraliser l'adversaire, c'est pour ça que des fois il y a comme, même dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, il y a comme
quand les Alliés bombardaient Dresde, tu sais, là, ils ont rasé la ville de Dresde. Je pense qu'il y a 200 000 personnes qui sont mortes en une soirée. Ils ont lancé des bombes incendiaires sur toute la ville. À Hambourg, ils ont tué c'était des bombardements de 100 000 morts en une soirée. C'était pour démoraliser les Allemands, tu vois. Même chose avec Tokyo, même chose avec, etc., etc. Donc, il y a souvent des opérations au Vietnam. Est-ce qu'il faut démoraliser l'adversaire? C'est sale, c'est la guerre. Je sais qu'on ne pense pas comme des militaires ici à Radio-Québec, mais c'est une composante essentielle. Et si tu veux détruire la civilisation occidentale, tu dois démoraliser la civilisation occidentale, dire que le colonialisme, c'était l'enfer, que les Blancs sont méchants, qu'on est des exploiteurs, etc. Et j'ai lancé ça, j'ai lancé quelques idées comme ça sur Facebook et Twitter. Vu les réactions, je vois qu'on a un haut niveau de démoralisation et comment je pourrais dire, de fantaisie. On vit dans une réalité fantasmatique là, au sujet de ce qui s'est réellement passé, ce que les Européens ont fait, les colons européens ont fait, etc. Donc, je vais probablement, d'ici 2 semaines, là, je vais devoir ramasser mes idées là-dessus, faire un web journal sur la civilisation occidentale pour remettre les points sur les i. Ça sera un web journal Dark Alexis. Un web journal que tout le monde déteste, mais qui, qui donne à réfléchir. Et ça, tu vois, c'est ça. Donc, ça a été utilisé pour justifier toute la destruction de la civilisation européenne, etc. Et là, dans la même semaine où J.D. Vance annonce la fin de la culpabilité blanche, il y a l'Algérie qui dit, finalement, colonisation, l'Algérie qui dit que la colonisation était un crime d'État. Et donc, ça va ensemble et il va falloir qu'on rectifie. Parce que si, je le dis, hein, si on veut, là, on est démoralisé, on pense qu'on est les méchants et tout ça. Si on veut se battre, hein, si on veut être des guerriers digitaux, si on veut sauver nos familles, nos sociétés, etc., ben il faut avoir une raison de se battre. C'est-à-dire que c'est vrai que la civilisation occidentale a eu des ratés et que surtout depuis les 50, 60 dernières années, ça semble, et on a vu ça avec l'apogée dans la COVID, mais c'est pas à cause qu'il y a eu cette corruption que la civilisation occidentale, elle, est à jeter dans son ensemble. Au contraire, et c'est ce qu'on va voir dans ce web journal-là. Peut-être dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, je ne sais pas, je vais voir. Mais c'est-à-dire qu'il faut avoir une raison pour se battre. Sinon, on reste chez nous, on prend nos pilules, et puis on fait juste maugréer, rester dans notre, comment je pourrais dire, avec un nuage noir au-dessus de la tête. De toute façon, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, si la civilisation occidentale ne vaut pas la peine d'être sauvée parce qu'elle est méchante, mais ça ne sert à rien de se battre. Point. Laissons-la dégénérer jusqu'au bout. Et c'est souvent, les Black Pills, c'est souvent ça leur truc. C'est comme. Et moi, je pense au contraire qu'on a des raisons de se battre pour la civilisation occidentale et que les critiques qui lui sont faites c'est de l'ingénierie sociale et elles ont été massivement exagérées. OK? Je sais que je vais déplaire à des gens, mais ça va être ça. OK. Donc, on va continuer avec le document FSOC, Financial Security, blablabla document, Oversight Council. Donc, j'espère que vous me suivez. J'espère... on fera ça dans le web journal dans 2-3 semaines. Là. Je suis scandalisé par le niveau de démoralisation des gens dans les commentaires que j'ai reçus, là, comme si la civilisation occidentale avait rien de bon et qu'on était juste des pilleurs voleurs, etc., etc. On va aller dans... Ouais, ça va être un dark web journal, peut-être un des meilleurs. Là. Mais donc, c'est ça. Financial Security, Scott Bessent écrit... plusieurs choses. Donc, dans le document que je suis allé voir, on dit que le modèle financier traditionnel est remis en cause. C'est quoi le modèle financier traditionnel? Le modèle financier traditionnel, c'est le modèle qui fait en sorte que, comme je l'expliquais en début, c'est-à-dire que quand il y a des pertes, c'est le public qui assume les pertes. Quand il y a des gains, c'est les banques qui prennent les gains. C'est-à-dire que, et là, on inverse ça complètement. Donc, c'est la fin de l'emprise de la CETI sur l'économie américaine, déclaration de guerre contre l'élite financière. Le document met l'emphase, je sais que ce n'est pas une phrase française, là, mais souligne que les personnes, c'est-à-dire les foyers américains, ce n'est pas les grosses institutions financières internationales, là, et les banques, etc., qui sont importantes pour la stabilité financière. Ce sont les foyers américains.
les foyers américains comme piliers de la sécurité financière. Et le document dit que si les foyers sont instables économiquement, il y a une menace à la sécurité financière des États-Unis. Donc, la sécurité financière des États-Unis repose sur l'Américain moyen, la stabilité des finances de l'Américain moyen. Quel vent de fraîcheur! Donc, les personnes et la croissance économique ont préséance sur les profits des banques. Vous savez qu'il y a deux types de capitalisme, un capitalisme industriel versus capitalisme financier. Le capitalisme industriel, c'est le capitalisme qui produit des biens manufacturés, les usines, etc. Tu produis des airs climatisés, des voitures, des iPads, etc., des bijoux, n'importe quoi, des vêtements. Ça, c'est le capitalisme. Et le capitalisme opère là-dedans, tu vois. Donc, ça, avec profit, les trucs du capitalisme habituel. Puis après ça, il y a le capitalisme financier. Ça, c'est un autre type de capitalisme, c'est le capitalisme de Wall Street, c'est-à-dire c'est les actions, les obligations, etc., et tous les produits financiers de Wall Street, etc. Et souvent, ce qui se passe à intervalles réguliers, c'est que le capitalisme financier s'emballe et commence à produire toutes sortes de produits financiers, etc., ce qui fait en sorte que le capitalisme industriel, il perd au change, c'est-à-dire le capitalisme financier détruit le capitalisme industriel. OK? Et donc, ce que ce document-là consacre, c'est la fin de la prépondérance du capitalisme financier sur le capitalisme industriel. On inverse les choses, c'est le capitalisme industriel des entreprises qui produisent des biens et des foyers américains qui ont préséance sur le capitalisme financier. Donc, on dit que la qualité de vie et la sécurité économique des foyers américains comme fondement de la sécurité financière, etc. C'est ici, c'est surtout, j'ai été chercher surtout dans le mot de la chairperson, c'est-à-dire du président Scott Bessent, que vous voyez ici, Scott Bessent. Donc, on nous dit ici, ils disent, donc je l'ai traduit ici, hein, la sécurité économique est également au cœur de la stabilité financière. Les répercussions de la perte de la capacité à maintenir le niveau de vie de la nation, c'est-à-dire on parle de niveau de vie ici, c'est plus les banques, là. C'est le niveau de vie de la nation peuvent contribuer à l'instabilité financière. Inversement, la sécurité économique exige que le système financier américain fournisse de manière fiable les ressources nécessaires pour permettre à l'économie réelle de soutenir la capacité de production intérieure. L'économie réelle, vous comprenez, on n'est plus dans l'économie financière. L'économie réelle, c'est le capitalisme industriel. Et donc, au lieu de... C'est ça, je me répète là. Le niveau de vie des Américains, donc soutenir la capacité de production intérieure, le niveau de vie des Américains et nos valeurs nationales fondamentales. Ça, c'est le contraire de ce que les banques veulent. OK? Vous avez ça ici. Il y a aussi un autre élément de ce document. Et là, vous vous dites, oh, c'est juste un document, Alexis. Non, non. Trump met en application regardez ce qui s'est passé avec le National Security Strategy. On avait vu ça, on voyait avec le truc de l'ennemi intérieur, on voyait depuis longtemps que c'est ça qui se passait. Ils l'ont finalement mis dans l'application. Et là, c'est la même chose avec ça. C'est-à-dire que on voit cette stratégie-là déployée depuis longtemps et ça vient comme la cerise sur le sundae, comme on dit, c'est-à-dire comme le couronnement d'une stratégie qui dure depuis 2016. Avant d'aller sur la prolongation historique de ça, allons-y avec ceci. Ils disent en deuxième lieu, un conseil va être formé sur la résilience des foyers américains. The Council has formed a new Household Resilience Working Group qui va se concentrer sur les conditions financières des foyers américains et la résilience économique des foyers américains pour faire en sorte que les foyers américains soient capables d'avoir de l'épargne, être capables de, par exemple, s'il y a une perte d'emploi dans la famille, que en fait, l'idée, c'est de ne pas vivre de chèque de paye en chèque de paye, avoir de la résilience économique, favoriser l'épargne des Américains, faire en sorte que les Américains puissent absorber un choc économique dans la famille et rebondir. C'est un peu la même chose avec Poutine, c'est-à-dire que Poutine visait comme des foyers, des familles russes plus stables, économiquement viables, etc. Si la famille n'est pas stable, eh bien, il n'y a pas d'économie, on est dans l'insécurité financière.
sais pas si vous me comprenez, là. Donc, strong household balance sheet, boys, Main Street during downturn economic cycle. Donc, on peut se... les familles on va avoir un groupe de travail pour faire en sorte que les familles américaines puissent rebondir plus rapidement après une perte d'emploi, etc., avoir de la résilience. Et ça, là, on dit, ouais, c'est juste un document, c'est juste cette fois-ci. Non, c'est depuis, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est depuis 2016 que c'est comme ça. Lorsque Trump a choisi Steve Bannon en 2016 comme le directeur de sa campagne présidentielle, Bannon est arrivé avec une vision économique qui visait l'Américain ordinaire. Je l'ai expliqué, l'Américain qui avait perdu son emploi à travers la mondialisation. Tu sais, les entreprises américaines avaient délocalisé au Mexique, avaient délocalisé en Chine, etc. Et toute la zone industrielle, ce qu'on appelle the manufacturing belt aux États-Unis, autour des Grands Lacs, qui était le cœur industriel de la nation, était devenu the Rust Belt, la ceinture rouillée. Parce que toutes les industries avaient quitté vers le Mexique, la Chine, etc. Il y avait un haut niveau de chômage, etc. Et Steve Bannon est arrivé et ils se sont adressés à l'Américain moyen en disant « Nous allons ramener les emplois, etc. etc. » Et donc, ce que je veux dire, c'est que Trump, depuis 2016, a cette préoccupation-là de l'Américain moyen de ramener les emplois. Et vous voyez ce qu'il fait avec les industries. Hein? Il ramène l'argent, il ramène partout où est-ce qu'il voyage, c'est des voyages économiques où est-ce qu'il essaie de ramener de l'investissement aux États-Unis, alors que les démocrates et les autres mondialistes, c'était le contraire. L'argent quittait les États-Unis, les industries quittaient les États-Unis. Là, Trump ramène tout ça. Et c'est une préoccupation depuis 2016. Et ça a été la stratégie de Steve Bannon, de la réindustrialisation et s'adresser à l'Américain moyen. Normalement, c'est les démocrates qui font ça. La stratégie de Bannon, ça a été d'aller voler des votes aux démocrates en s'adressant à l'Américain moyen. Et ça a toujours été ça, de toute façon, la politique de Trump, c'est-à-dire la souveraineté économique. Et vous voyez, donc c'est pas juste un document. Ce que je veux dire, c'est pas juste un document, ça s'inscrit dans une longue préoccupation de réindustrialisation. Et si vous écoutez, par exemple, les entrevues de Trump à la fin des années 90, au début des années 2000, il dit exactement ça. On est en train de se faire voler. Ceux qui nous dirigent, ils sont en train de ruiner les États-Unis. Il faut ramener l'emploi. Ce gars-là dit la même chose depuis 30 ans. Et là, vous le voyez, non seulement dans les actions de réindustrialisation, mais là, c'est un document officiel qui déclare la guerre au capitalisme financier. Ça ne peut pas être plus clair. OK? Et finalement, là, ça explique pourquoi il a choisi J.D. Vance comme vice-président. Moi, je pensais que RFK avait un statut supérieur à J.D. Vance. J'ai quand même été le seul à dire qu'il allait rejoindre l'équipe Trump, là. Mais dû à son statut de Kennedy et puis sa vision antimondialiste à Kennedy, je me disais, il va être VP. Mais le travail est suffisamment lourd en ce qui concerne la santé. Il a les mains pleines avec ça. Et donc, pourquoi J.D. Vance? Quand J.D. Vance est arrivé là, j'ai dit, il y a comme 1000 personnes avec un meilleur CV que J.D. Vance. L'avantage de J.D. Vance, c'est que J.D. Vance représente l'Américain moyen. C'est-à-dire, justement, lui a grandi, il vient d'une famille très pauvre qui a grandi dans la Rust Belt. C'est exactement ça. J.D. Vance, c'est pas juste des capacités politiques, une capacité d'élocution, etc. C'est pas ça. C'est ce qu'il représente. Il représente l'Américain moyen qui a grandi dans la pauvreté, qui s'est rendu dans les grandes universités et qui réussit. Ouais, il représente le travailleur d'usine moyen de l'Ohio. Et donc, c'est pour ça qu'il a été choisi. Et donc, groupe de travail sur la résilience domestique. Et là, donc, Trump qui passe à l'action. Mais rappelez-vous, hein, c'est comme Trump le fait alors que Hollande l'a dit, mais ne l'a jamais fait. Hein? Hollande qui a dit l'ennemi, c'est la finance, et puis pour après ça, juste comme rien faire. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
un mois plus tard, il s'est rendu à Londres tenir un discours complètement différent et finalement, son projet de loi sur la régulation des flux financiers n'avait absolument aucune dent. Il s'est rendu à Londres. Ouais, donc ça, c'est son discours du 22 janvier 2012 durant la présidentielle. Hollande, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, etc. Et finalement, un mois plus tard, le 29 février 2012, François Hollande change « Change everywhere now » alors qu'il est en croisade contre la finance folle. Le candidat PS s'est rendu à Londres, ville de la City, dont je vous parlais tout à l'heure, le secteur financier à Londres. Et finalement, on l'a accusé d'avoir tenu un double discours là-bas, beaucoup plus rassurant à Londres vis-à-vis les géants économiques du secteur financier que devant les membres du Parti socialiste français. Hein. Donc, Hollande, après avoir des accusations d'avoir tenu un double discours, Hollande assure avoir le même discours à Londres et à Paris. Et finalement, il y a plusieurs articles et même des livres qui ont été écrits. Mon ami, c'est la finance. Comment François Hollande a plié devant les banquiers. Trump, lui, c'est le contraire. Trump le fait et il a un historique qui date depuis 2016, de revalorisation des familles américaines, du travailleur, de l'Américain moyen, du travailleur américain, etc. Et d'ailleurs, si vous regardez la campagne de 2016, Trump avait 99% des dons en provenance de Wall Street étaient allés à Hillary Clinton. Trump avait reçu, je pense, 20 000 $, une fois 20 000 $, alors que Hillary avait reçu des dizaines et des dizaines de millions de dollars de Wall Street. Et donc, on sait qui la finance appuie. La finance appuyait à l'époque, en 2016, les démocrates. Pourquoi la finance appuyait en 2016 les démocrates? Parce que le plan de Trump était clair à l'époque, c'était revalorisation, réindustrialisation, c'est-à-dire prépondérance du capitalisme industriel aux dépens du capitalisme financier, etc., etc. Là, vous l'avez maintenant dans un document politique officiel. Je mettrai le lien du document sur la chaîne Telegram. Et donc, et là, évidemment, les Anglais ne sont pas contents parce que, oui, c'est la City qui encore une fois, qui va y perdre. Hein. C'est qui dirige réellement l'Angleterre? Vous le savez, c'est quoi? Hein? Qui contrôle la dette, contrôle le pays, etc. Le Royaume-Uni complote pour saboter les efforts de paix de Trump en Ukraine, selon les renseignements russes, mais pas que les renseignements russes. C'est pourquoi le Royaume-Uni prend-il ses distances avec les États-Unis? Rappelez-vous, parce que là, c'est ça, Trump essaie d'avoir la paix en Ukraine et qui sabote le processus de paix, qui veut la guerre à tout prix, qui est en train de perdre toute son influence mondiale et finalement, comme disait l'autre, donne un coup de pied sur l'échiquier, il essaie de tout renverser le jeu. Tu sais, moi, je jouais à des jeux de stratégie des fois, là, et puis quand j'étais sur le bord de gagner, on était plusieurs, et puis un des gars qui était en train de perdre commençait une chicane inutilement, là, genre « Ouais, j'arrête de jouer ». Ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire l'Angleterre n'est plus l'allié des États-Unis, on le savait avec le document National Security Strategy, mais ça devient de plus en plus clair. Et là, encore une fois, on me disait il y a quelques semaines, rappelez-vous, sur cette espèce d'entente entre les États-Unis et l'Angleterre sur la technologie avec Palantir, l'intelligence militaire, l'IA, c'est pas l'intelligence militaire, mais l'intelligence artificielle militaire. On en avait parlé et Trump avait lié, rappelez-vous ce que je disais à l'époque, il y a 3-4 semaines, peut-être 5 semaines, une couple de web-journaux, je disais que Trump avait lié cette entente avec l'Angleterre à la défense de la liberté d'expression. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Moi, ce que je disais, que c'était... eh bien là, qu'est-ce qui se passe, encore une fois? Les États-Unis, les Anglais ont continué à censurer sur les réseaux sociaux, ont continué à emprisonner des gens, et les États-Unis ont suspendu l'accord. Paf! Et là, Trump est contrôlé par les mondialistes. L'accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni se heurte à un obstacle. Le gouvernement américain a suspendu, ça c'est, je pense, cette semaine, un accord commercial axé sur les technologies avec la Grande-Bretagne en raison de désaccords plus larges concernant la réglementation numérique. Les États-Unis suspendent la mise en œuvre d'un accord technologique de 40 milliards de dollars avec la Grande-Bretagne. Vous comprenez que les Européens qui chialent contre les États-Unis sont votre allié.
les États-Unis sont les seuls au monde à défendre votre liberté d'expression, puis des hosties d'imbéciles comme le port de Marseille qui continue à vomir sur Trump. Les États-Unis suspendent, donc des responsables britanniques ont confirmé mardi que les États-Unis avaient suspendu la mise en œuvre d'un accord technologique. Le New York Times, qui a révélé l'information, a indiqué que les responsables américains étaient exaspérés par la réglementation britannique en matière de sécurité en ligne. Et par ailleurs, en réplique, Thierry Breton et des personnalités européennes sanctionnées par Washington pour leur rôle dans la régulation de la tech. Washington interdit de visa 5 Européens, dont Thierry Breton, qui dénonce un vent de macartisme. Thierry Breton sanctionné pour son implication dans la régulation numérique. Le contentieux entre les États-Unis et l'UE redouble d'intensité. Ouais, Trump est un mondialiste, right? Mais c'est pas juste ça, c'est parce que pourquoi ils n'ont pas le choix que de réguler, d'appliquer toujours plus de censure parce qu'ils savent que la liberté d'expression mène à leur fin. Je l'ai expliqué dans les 2 derniers webjournaux. Et la liberté d'expression par les réseaux sociaux va faire tomber les gouvernements mondialistes. C'est pour ça que ils ont leur stratégie de résistance a 2 volets. Avec les tribunaux, c'est ce que j'avais appelé le dernier bastion, genre, à coup de jugement, comme interdire Marine Le Pen de se présenter, annuler les élections en Roumanie, etc. C'est comme les tribunaux comme dernier bastion du pouvoir mondialiste, et l'autre volet, c'est la régulation des réseaux sociaux. Ils sont pris, là, ils savent que la soupe est chaude, que l'heure a sonné, que leur heure arrive. Et la stratégie de défense, c'est régulation de la liberté d'expression, restriction de la liberté d'expression et, on pourrait dire, un coup d'État par les tribunaux. Tout ça pour dire que donc c'est ça, guerre entre les États-Unis et l'UE. Si vous avez vu, justement, si vous voulez comprendre un peu c'est quoi la capacité de destruction du capitalisme financier sur l'économie réelle, sur le capitalisme industriel. Il y a un film que je recommande fortement qui s'appelle The Big Short, avec Christian Bale, avec Steve Carell. Lui, il est dans plein de memes, Steve Carell, c'est dans The Office, avec Ryan Gosling et Brad Pitt, The Big Short, qui explique la crise des subprimes en 2008 et comment l'économie américaine s'est effondrée en 2008 à cause du secteur financier. C'est le secteur financier qui s'est emballé, qui vendait toutes sortes de produits sans aucune assise dans l'économie réelle, juste pour spinner les profits, etc., et qui a mené à la crise des subprimes et l'effondrement de l'économie entière américaine. C'est la crise de 2008. Vous avez ce film-là normalement, je n'écoute pas les films économiques. L'économie, c'est pas mon truc, là. Mais ce film-là est intéressant. Comme quand tu commences, tu n'as pas envie de fermer, de passer à autre chose. Donc, les architectes du crash, c'est Goldman Sachs, encore une fois, et d'autres banques. Je ne me rappelle plus c'est quoi les noms de ces banques-là. Morgan Stanley, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom des banques. Et donc, leur rôle dans l'effondrement de l'économie américaine, mais c'est aussi, ils ont joué le même rôle dans l'effondrement de l'économie grecque en 2008. La firme Goldman Sachs, la banque Goldman Sachs, la Grèce voulait rejoindre l'UE. Vous connaissez un peu le truc, la Grèce voulait rejoindre l'UE, mais il n'y avait pas une économie qui lui permettait de rejoindre l'UE. La Grèce est allée voir Goldman Sachs, la banque Goldman Sachs à New York. Il a dit, ouais, tu peux-tu nous arranger nos chiffres, tu peux-tu nous faire comme présenter notre bilan financier sous un jour favorable à l'Union européenne. Et là, Goldman Sachs a fait ça, il a montré, non, c'est pas si pire, les finances grecques, ça va fonctionner. La Grèce embarque dans l'UE et finalement, mais le truc, c'est que pendant que Goldman Sachs maquillait les chiffres de la Grèce pour la faire rentrer dans l'UE, Goldman Sachs savait que la Grèce n'était pas viable. Et Goldman Sachs pariait et investissait contre la Grèce, son client. Tu comprends-tu la fourberie de ces gens-là? Et donc, Goldman Sachs pariait et investissait contre la Grèce, son client, sachant qu'elle allait s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé. L'économie grecque s'est effondrée.
après son accession à l'UE. Et les intérêts sur la dette, ils n'étaient même plus capables de payer les intérêts sur la dette. Et quand on ne peut plus payer les intérêts sur la dette, il faut vendre des actifs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'UE et puis d'autres personnes ont dit, bon, ils ont fait sortir le premier ministre. Et puis, ils ont mis un ancien de Goldman Sachs comme le président de la Grèce. J'ai les noms, là. Il faudrait voir, c'est vérifiable. Là. Et il s'est passé la même chose en Italie. L'économie de l'Italie, tout de suite après, ça a été comme un effet domino. L'Italie est tombée. Aussi, c'est à cause de prêts non solvables, etc. Et ils ont fait sortir le premier ministre italien et ils ont mis un ancien de Goldman Sachs, l'Espagne, etc., etc. Et une des premières lois en Italie qui a été votée après l'arrivée du nouveau premier ministre italien, ça a été la loi du sol. Normalement, les Italiens ont été un des derniers pays européens ayant la loi du sang, c'est-à-dire que est italien seulement celui qui est né de parents italiens, c'est-à-dire c'est par une filiation, par la citoyenneté par filiation. Et là, c'était le gars de Goldman Sachs qui est arrivé, il a dit non, 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 maintenant, c'est la loi du sol. C'est-à-dire, tu mets le pied, comme on voit partout. Tu mets le pied en Italie, puis là, tu nais en Italie, puis là, paf, tu obtiens automatiquement la citoyenneté italienne. Et puis après ça, ils ont ouvert les vannes, ils ont renversé Kadhafi, puis ils ont fait rentrer les migrants, puis ça a été comme le gros bordel multiculturel, mais tout ça a été bien planifié. Puis ça, c'est le rôle de la finance qui détruit les nations, qui jouent sur les économies, qui ont suffisamment d'argent pour faire, ouais, c'est ça, s'effondrer des pays, et puis comme spéculer, etc. Et c'est ce que ce document-là empêche, le document de Trump. Là. Goldman Sachs fait l'objet d'un examen minutieux concernant un échange de dette grecque. Dette swap. L'accord monétaire grec avec Goldman Sachs a permis de dissimuler l'ampleur de la dette, etc., etc. Et c'est pas juste en Italie, il y a eu plusieurs pays, dont l'Italie, la Grèce, Italie, Espagne surtout, là, qui ont été affectés par ça. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, regardez le bilan de Trump, là. C'est tant au niveau de la guerre qu'au niveau du démantèlement du USA. Il s'attaque à tous les piliers du mondialisme. Encore une fois, je veux dire, les gens me disent, Alexis, tu fais juste l'apologie de Trump, etc. Regardez ce qui se passe. Les gens sont démoralisés, comme je le disais en début de Web Journal. Les gens ne sont pas capables de voir du positif dans rien. Ils sont comme, leur vie va mal, leur relation, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils sont à la bouteille, et puis c'est comme, j'ai l'impression que des fois que je suis juste devant des gens négatifs, qui ne sont pas capables de voir n'importe quoi que ce soit de positif, ils ne comprennent rien, puis ils ne sont pas capables de voir quelque chose de positif. Mais il n'y a pas que. Donc, ça, c'est ce que les États-Unis essaient de régler, les flux financiers internationaux, le pouvoir des banques, etc. Et ça donne aussi une certaine connotation à ce qui se passe au Venezuela, c'est-à-dire tout l'argent illicite qui sort du Venezuela. C'est une des raisons, c'est peut-être pas la seule raison, mais c'est une des raisons de la politique américaine sur le Venezuela. Et encore une fois, faire attention aux déclarations. Trump a déjà dit qu'il voulait faire sauter la Corée du Nord. Évidemment, il ne s'est rien passé. Il faut voir un peu. Là, mais ce qui sort du Venezuela, présentement, le Venezuela, c'est un des premiers pourvoyeurs du narcotrafic mondial et de l'argent, du blanchiment d'argent, c'est-à-dire donc une fuite massive de données informatiques apporte de nouvelles preuves de la façon dont Maduro a transformé le Venezuela en narco-État. Ça, c'est pas sous Trump, ça, c'est en 2023. Tout ça ici, c'était sous Biden, c'est-à-dire c'était avant la politique de Trump, là, avant son intérêt soudain pour le Venezuela. Ça aussi, les banques mondiales sont la branche financière des cartels de drogue. Les banques mondiales sont la branche financière des cartels de drogue. Il y a des centaines de milliards de dollars qui sont blanchis par les banques mondiales et cet argent-là est utilisé de toutes sortes de façons. Hein. C'est de l'argent qu'on peut utiliser pour financer des rébellions, des coups d'État, je veux dire, donner des pots de vin aux politiciens, penser à la corruption avec l'argent en Ukraine. Eh bien, ça, c'est un facteur de 1000. Le narcotrafic et le blanchiment d'argent. Et donc, Trump il y a son document sur la sécurité économique américaine et d'un autre côté, il essaie de s'attaquer au problème principal du blanchiment d'argent. Présentement, le Venezuela et d'une certaine façon aussi la Colombie, c'est le dernier gros narco-État au monde. Avant, il y avait
l'Afghanistan, mais là, ce qui reste, c'est le Venezuela. Activités illicites facilitées par l'État les activités illicites représentées par l'État représentent plus d'un quart de l'économie vénézuélienne. Un quart, les activités illicites facilitées par l'État représentent un quart de l'économie vénézuélienne. Le trafic de drogue, principale source de financement du régime Maduro au Venezuela. Venezuela, flux financiers illicites et efforts des États-Unis pour les perturber. C'est ça ici. Ouais. Donc ça, c'était 2023, tu vois. C'est même sous Biden. Flux financiers illicites et efforts des États-Unis pour les perturber. Et Trump est arrivé et a pris ça très, très, très au sérieux. Et donc, parce qu'il essaie de stabiliser le système financier international. Donc, how big banks laundered billions from Mexico's murderous gang. Comment les grosses banques ont blanchi des milliards des cartels mexicains. Ça, c'était au Mexique. Une autre au Mexique. Ici, les États-Unis bloquent les transferts d'argent effectués par 3 institutions financières basées au Mexique, accusées d'aider les cartels. Les institutions financières, les grandes banques, main dans la main dans les cartels, blanchiment d'argent. Et là, c'est ça. Ouais, ici, l'argent de la drogue a sauvé les banques pendant la crise mondiale, affirme un conseiller de l'ONU. Ça, c'était en 2009. La crise des subprimes, etc., là, ce dont je viens de parler, le film de Big Short, etc., la crise financière de 2008, eh bien, l'argent de la drogue a sauvé les banques pendant la crise financière mondiale, affirme un conseiller de l'ONU. Et donc, si on coupe cet argent-là, si Trump s'attaque aux flux financiers illégaux et au narcotrafic qui en est la source, qui est le grand perdant? Qui est réellement attaqué par Trump? Trump s'attaque à qui, là? Est-ce qu'il s'attaque au peuple vénézuélien, comme le disent ou à la souveraineté, ou bien si tu as une vision un petit peu plus genre, tu sais, une vision un petit peu plus d'ensemble, là, une vision synoptique, tu comprends que la game est 10 niveaux en haut de ça et que Trump s'attaque au système financier international et à ses sources de financement illicite qu'il maintient à flot. Et donc, il s'attaque non seulement au pouvoir des pharmaceutiques, comme on l'a vu avec RFK et tout ce qu'il fait contre les pharmaceutiques, mais il s'attaque aussi aux banques et au pouvoir financier international, le pouvoir d'argent, ceux-là même qui sont dénoncés par la plupart des résistants qui sont allumés au niveau économique, là. Encore une fois, les Rothschild, etc., là, les banques centrales, il y a beaucoup ça dans la complosphère. Là, vous l'avez, là. Hein? Il y a des intervalles réguliers, il y a des dizaines de représentants du régime Maduro qui ont été accusés ici. Ça ici, c'est en 2025. Réseau de généraux vénézuéliens accusés d'alimenter le trafic de cocaïne. Et ça ici, c'était en 2020. 15 responsables vénézuéliens actuels et anciens sont accusés de narcoterrorisme, corruption, trafic de drogue et autres crimes. Ici, vous avez... Ça, c'est des journaux de gauche ici, là. Comment les banques ont aidé les oligarques vénézuéliens à soutirer des milliards. Les Vénézuéliens, le Venezuela s'est accoquiné avec les banques pour le blanchiment de la narcofinance. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est le seul enjeu, mais... Il faut mettre ça dans une vision d'ensemble. Il faut avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe au Venezuela. HSBC a blanchi d'énormes sommes d'argent sale après avoir payé une amende record pour blanchiment d'argent. Encore une fois, en lien avec le Venezuela. Lien avec les cartels. Et puis là, regardez après ça comment l'argent revient. L'argent blanchi revient, genre, tu sais, comme au Hezbollah, à l'Iran, etc. Lien avec les cartels, le Hezbollah et l'Iran exploitent le Venezuela de Maduro pour l'argent de la cocaïne. Lien avec les cartels, le Hezbollah et l'Iran exploitent le Venezuela pour l'argent de la cocaïne. Le FBI démantèle un réseau présumé de blanchiment d'argent lié à Maduro, s'étendant sur plusieurs pays. Ça, c'était cette année. Les États-Unis ciblent un réseau de narcotrafiquants irano-Hezbollah au Venezuela, selon les responsables. Et donc, l'objectif, c'est ça. Tu vois, c'est le rôle de ce que j'expliquais au début, le rôle de la finance dans tous les conflits mondiaux, dans l'endettement, c'est un facteur de déstabilisation. Qu'est-ce que Trump fait depuis qu'il est arrivé? En 2016, il a fait, dès 2017, il a pris l'avion, il est allé en Arabie Saoudite. Et après ça, il a fait une tournée de plusieurs...
Trump stabilise le système international. Il empêche les causes de guerre, réduit les foyers de tension. Regardez en géopolitique, il réduit partout les possibilités de guerre, les foyers de tension, Moyen-Orient, Asie, Corée du Nord, etc., réduit les foyers de tension et s'attaque aux facteurs de déstabilisation, stabilise le système international. Non, il n'y aura pas de Grand Israël. Et après ça, l'autre facteur de déstabilisation internationale, c'est la géofinance, le blanchiment d'argent à travers le narcotrafic. Et là, il s'attaque à ça. Il s'attaque à ça et s'attaque au pouvoir des banques qui sont déstabilisatrices, les banques qui sont déstabilisatrices, qui déstabilisent les pays, qui endettent les pays pour les contrôler et qui financent les conflits pour blanchissent l'argent, etc. Et Trump, lui, à travers ce document-là, renverse tout ça. OK? Et donc, tant au niveau géopolitique qu'au niveau de la géofinance, le système international se stabilise et est verrouillé, en tout cas. On pourrait presque dire, si j'étais hindou, je dirais que Trump est une incarnation de Vishnu, le stabilisateur, là. Il y a Shiva le destructeur, il y a Brahma le créateur, puis il y a Vishnu le stabilisateur, là. Ouais. On n'ira pas là. Non, non. Trump, c'est pas un sauveur. Mais en tout cas, même si c'est pas un sauveur, c'est quand même fucking hot, là, qu'est-ce qu'il fait, là. Je veux dire, bien pensé. Puis on comprend souvent mal l'action, son action politique, puis après ça, ça a du sens. Quand on regarde réellement ce qui se passe, ça a du sens. On vous rappelle, j'ai pas mis le truc, mais qu'il y a notre ami Antoine Bachelin-Sénat sur Twitter, on le retweet occasionnellement, qui est un spécialiste du Venezuela et de l'Amérique du Sud, qui est sur pas mal, on s'entend pas mal sur la ligne Radio-Québec, et puis qui a beaucoup d'informations intéressantes sur ce qui se passe là-bas. Donc, allez vous abonner à son Twitter, je le repartagerai. Voilà. Donc, ça, c'était. Est-ce qu'on s'entend sur le fait que c'est comme. Il y a la composante politique dont on parle depuis 8 ans à Radio-Québec, puis après ça, il y a la composante finance. Ça aussi, on en a parlé occasionnellement. Les deux vont ensemble si tu veux stabiliser le système international. Et quand les banques déstabilisent les pays pour créer de la dette, pour faire en sorte que les pays soient sous le contrôle du secteur financier, bien, Trump renverse tout ça. Oui? Et quand Trump dit, encore une fois, quand Trump va à l'ONU et dit, chérissez votre souveraineté, hein, on a passé le clip à de multiples reprises, il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté économique. Et la souveraineté économique passe par l'affranchissement du pouvoir des banques et du capitalisme financier déstabilisateur. Et c'est ça qu'on voit présentement. Bravo, Monsieur le Président. OK? Voilà. Je vais laisser faire les éloges parce que sinon ça. Mais donc, c'est ça. Et là, ici, finalement, J.D. Vance annonce la fin de la culpabilité blanche. On vous montre le clip de J.D. Vance qui. On le sentait que ça venait de Trump, que il mettait un terme aux politiques de diversité dans l'embauche. Il y a comme, ça aussi, ça se travaillait depuis longtemps. On le sentait ça venir. Il l'avait annoncé en 2024, alors qu'il était candidat, qu'il allait mettre fin à ça. Et puis là, après, il y a eu cette espèce de crescendo. Puis là, finalement, ça culmine dans le discours de J.D. Vance. Unlike the left, we stand against treating anybody. And I love what Nikki said about this. We don't treat anybody different because of their race or their sex. Donc, il dit, nous ne traitons personne différemment en raison de leur sexe ou de leur race. C'est-à-dire, ça, c'est le pragmatisme américain. C'est pas l'idéalisme ou l'essentialisme européen, c'est le pragmatisme américain. C'est-à-dire que j'écoute ce que tu dis, puis je juge en fonction de tes actions et ce que tu dis. Ton sexe, c'est pas important, puis ta race, c'est pas importante. C'est une nationalisme civique un peu. So we have relegated DEI to the dustbin of history, which is... In the United States of America, you don't have to apologize for being white anymore. En Amérique, maintenant, on n'a plus à s'excuser d'être blanc. Parce que c'est ça qui, pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, on nous a dit que les Blancs étaient mauvais, que c'était,
que c'était la cause de tous les problèmes, essentiellement. Et ça, ça vient encore une fois d'une conception marxiste. Là, si tu veux déconstruire la société, tu t'attaques au groupe, au groupe le plus productif et tu le remplaces. Oui. Ça ici, c'est des unes. Ça. Il y en a eu des comme ça pendant 50 ans, pendant presque un siècle. Ça s'est accéléré depuis Obama, on pourrait dire, Obama, Trudeau, etc. Il y a eu une accélération, mais c'était bien présent depuis longtemps. White men must be stopped. The very future of mankind depends on it. Les hommes blancs doivent être arrêtés. Le futur de l'humanité en dépend. Comment je peux guérir ma culpabilité blanche? Ben oui, parce qu'on est la source de tous les maux du monde. Il y avait des livres qui étaient consacrés à ça, sur les blancs, etc. Tout le monde pouvait être fier de sa culture, mais si les blancs disaient, genre, de souche européenne, on pourrait dire, oublions les blancs, juste de souche européenne, disaient que la culture européenne était splendide, etc. C'était flagué comme étant du discours de haine, hate speech par les organisations comme le Anti-Defamation League, etc., etc. Et là, vous avez des recensions ici de centaines d'articles, de journaux, de magazines qui disent que, c'est ça, que les Blancs sont responsables de tout, insupportable d'être blanc, on voyait un peu le genre. Je vous ai montré de ce genre de collage de une-là avec les changements climatiques. Tous les changements, toute la Terre se réchauffait genre simultanément 2 fois plus vite que tout le reste, etc. Et c'est ça, tu vois ici, check your white privilege, le privilège blanc, etc. On rappellera qu'aux États-Unis, les Blancs ont travaillé dans les mines de charbon, etc. Puis au début du 20e siècle, tout le monde était pauvre. Ils construisaient les gratte-ciels sans aucun filet de sécurité. Les gens tombaient à leur mort. Ça a été la pauvreté. Il y a eu la pauvreté aux États-Unis. Les Blancs ont connu la pauvreté, etc., etc. Et donc, mais là, c'est devenu, c'est ça, c'est en fait, vraiment une guerre contre l'Amérique blanche parce que tu veux détruire la civilisation européenne, tu veux imposer l'immigration de masse et le métissage obligatoire, comme disait Sarkozy. Il faut relever le défi du métissage et si vous ne relevez pas le défi du métissage, on va venir cogner à vos portes, a-t-il dit dans un discours, là. Et donc... mais c'est aussi pour démoraliser la société, étant donné qu'elle est majoritairement blanche. Si tu dis à une société majoritairement blanche que vous êtes le mal sur Terre, parce que c'est ça, hein, vous êtes le mal sur Terre, mais tu vas avoir des gens démoralisés, la société dans laquelle tu habites est mauvaise. Point. Tout le monde te le dit, les films te le disent, les médias te le disent. On enseigne ça à l'école, les astis de professeurs sans cervelle qui font juste recracher la propagande de l'ONU, genre, des trucs, des tropes marxistes. Fait que tu es démoralisé. Évidemment, tu n'as pas envie de défendre ta civilisation si elle est si mauvaise que ça. Et donc, ça ne sert à rien. Tu laisses faire, tu t'occupes de ton petit quotidien. Puis même puis on te vole une affaire, on te vole on réécrit ton passé. Maintenant, le Père Noël est rendu noir, nous dit le devoir. Là. Et puis, on fardoche. Et puis, on réécrit toute l'histoire. Vous voyez ce qu'ils font, ce que fait Netflix. Hein, c'est comme, on enlève un personnage historique blanc, puis on met un noir à la place. On met un latino à la place. On est en train de... Il n'y a personne qui peut s'opposer à ça. Parce que si tu t'opposes à ça, c'est évidemment, tu tombes dans le suprémacisme blanc. Et donc, on n'a pas le droit d'avoir d'histoire, on n'a pas le droit d'avoir un passé, on n'a pas le droit de dire « mais », etc., parce qu'on est le mal incarné. Voilà. Et donc, il vient mettre un terme à ça. Et c'est dans ce sens-là que je vais faire un web journal, je vais devoir faire un web journal là-dessus. Je m'excuse, là, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents parce qu'il y a des gens qui sont dans les auditeurs de Radio-Québec sur le logiciel de les Européens sont comme le mal sur Terre. Là, je sais qu'est-ce que vous faites ici, je m'excuse. C'est comme, je ne devrais pas dire ça à mes propres auditeurs, mais je vous ai essayé de réfléchir un peu. Là. Et je ne sais pas si c'est réellement des auditeurs de longue date, là, parce que normalement, les gens qui m'écoutent comprennent un peu d'où est-ce que je viens et qu'est-ce que je dis, là, mais parce que j'ai vu des commentaires là-dessus, ça me semble. Je te suis depuis longtemps, et puis mais là, tu dérailles complètement. Ah bon. On va voir ça dans un web journal. Généralement, c'est ça, genre la moutarde me monte au nez, puis on fait un web journal qui clarifie les choses. Les gens ne sont pas contents, on perd des abonnés.
on perd des soutiens, des commandites, etc. Mais c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont être plus contentes puis qui vont, en espérant qu'ils prennent la relève, etc., etc. Donc, et finalement, c'est ça, l'Algérie qui, dans le cadre de ça, l'Algérie qui condamne la France, colonisation, l'Algérie qui condamne la France, Algérie, le Parlement adopte à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française. Algérie, le pays adopte une loi qualifiant de crime d'État la colonisation française. La France dénonce un acte hostile. Donc, ils ont voté ça au Parlement. Donc, la nation qui nous a donné Iman Khelif continue à s'enfoncer dans le ridicule. Et là, il va falloir, dans ce web journal-là, on parlera justement de l'Algérie. L'Algérie qui n'a jamais été un État. C'est-à-dire que ce qui existe maintenant comme l'Algérie avec des frontières et le nom Algérie et un territoire défini, etc., ça a été créé par les Français. Avant, il n'y avait pas de territoire, c'était comme des villes. Et c'était surtout un havre de pirates dans la Méditerranée qui menait des opérations de piratage en Méditerranée et capturait des esclaves. Leur spécialité, c'était pas des Algériens à ce moment-là, c'était ceux qui habitaient dans ces villes côtières-là. Leur spécialité, c'était le piratage et la traite d'esclaves. Il y a des milliers, des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'Européens qui ont été capturés par les pirates. Je ne veux pas les appeler Algériens parce que ce n'étaient pas les Algériens à l'époque. Je ne veux pas non plus piétiner la fierté algérienne. On va devoir le faire un peu, là, mais ceux qui habitaient là à ce moment-là étaient des pirates puis qui prenaient les Blancs en esclavage. Ils les revendaient ailleurs, là. Hein? Donc, Je partis donc pour Constantine, 40 valets, dont la moitié sont des renégats. Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Hark Holufs. Leur récit nous ouvre une fenêtre sur leur vécu et sur la culture barbaresque. Que les pirates s'emparent du navire, de sa cargaison et de son équipage, c'était une chose. Mais leur but n'était pas de garder tous ces prisonniers en Afrique du Nord. On les autorisait à envoyer des messages à leurs familles. L'idée, c'était de les renvoyer chez eux moyennant le paiement d'une rançon. Donc, quand la France débarque en Algérie en 1830, c'est principalement pour mettre un terme à cette traite d'esclaves, à ces opérations, ce qu'ils appellent les barbaresques, là, de saisie d'esclaves et de revente d'esclaves blancs européens par ceux qui habitaient le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie à l'époque. 1 million d'Européens. Et donc, quand la France arrive là, c'est pour mettre un terme à l'esclavage, à l'esclavage des Blancs. Et par la suite, ils développent le territoire. Et ils développent le territoire jusqu'à temps, évidemment, il y a la guerre d'Algérie. Les Français qui quittent finalement l'Algérie sous De Gaulle, mais ils laissent derrière eux un développement sans précédent, nous explique Bernard Lugan. Quelle était la situation de l'Algérie en 1830? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il n'y avait rien du tout. Nous avons laissé, nous, en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux, 50 000 km de routes bitumées, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. Donc, on va rectifier les faits. Et qu'est-ce que l'Algérie? Est-ce que l'Algérie s'est beaucoup développée depuis 1962, depuis les années 60, date de leur indépendance? Non, l'Algérie ne s'est pratiquement pas développée. Donc, essentiellement, l'Algérie vit sur les infrastructures qui ont été construites par les Français, Vous voyez, comme Alger 1960, j'ai juste été regardé comme ça à titre d'exemple. Vous voyez
la devanture de mer de Alger 1960, et vous avez ici Alger 2025. Il n'y a pratiquement aucun développement. Et ça ici, ça c'est intéressant, justement, c'est une liste. 313 esclaves français rachetés à Alger en 1785 et arrivés à Marseille le 9 juillet de la même année. Et c'est le nom de tous les esclaves français qui ont été rachetés, parce que c'est ça que les gens, c'est pas les Algériens, les barbaresques, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui capturaient des Français, ils raidaient les ports, les petites villes là, sur le bord de la Méditerranée, prenaient femmes, enfants, et puis après ça, demandaient une rançon ou les vendaient en esclavage, etc. Puis après ça, les Français sont débarqués, puis ont dit on va arrêter de vous racheter nos personnes, on va juste comme débarquer puis mettre un terme à cette culture de la razzia maritime. Et donc, l'Algérie qui s'est comme pratiquement pas développée depuis. À titre d'exemple, voici Montréal en 1960. Et Montréal en 2025. Hong Kong en 1960. Versus Hong Kong 2025. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alger ne s'est pas développé? La seule chose Oui. Donc, au lieu de toujours vomir sur les Français, les Européens, etc., regardez donc. Retournez donc la lentille, regardez chez vous, au sein de votre propre gouvernement, comment c'est fait que vous n'êtes pas capable de vous organiser pour vous développer. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que ce gouvernement-là vous tient, je veux dire, dans un niveau de sous-développement avancé? Honte à l'Algérie, qui qualifie la colonisation de crime d'État. Oui. Premièrement, il n'y avait pas d'État avant, quand les Français sont débarqués en 1830, puis ils sont débarqués pour arrêter le commerce d'esclaves. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, encore une fois, je vois des gens démoralisés qui disent que la France est plutôt un exemple de médiocrité en ce moment. Oui, justement, et on va terminer là-dessus. Justement, c'est ce qu'on explique à Radio-Québec, c'est-à-dire que la civilisation occidentale a eu ce qu'on explique bien, on comprend les fondements de la civilisation occidentale, on comprend qu'il y a comme des joyaux qui ont été développés par la civilisation occidentale, qui ont bénéficié à toute l'humanité, qui, selon moi, outrepasse tout le mal que la civilisation occidentale a pu commettre ailleurs dans le monde. Disons, on pourrait dire qu'on a été égaux dans la barbarie à toutes les cultures. Si vous voulez pas le croire, étudiez seulement l'Empire mongol. Qu'est-ce qui se passe? Comment Gengis Khan et tout ça, qu'est-ce qu'il faisait avec les villes qui résistaient? Vous allez voir que c'est comme pas du tout la même chose que les Européens et tout ça. Que la traite d'esclaves, il y en a eu partout, mais que les Européens ont été les seuls à l'interdire, à mettre fin à ça. Et donc, quand on regarde, admettons qu'on a été genre mauvais, aussi mauvais que les autres, mais on a été par un facteur de 100 beaucoup meilleur aussi. Et donc, il y a quelque chose de fondamental en ce qui concerne la culture occidentale. Il y a quelque chose à sauver ici. Et c'est pas parce que les choses empirent depuis 40 ans, 30, 40, 50 ans. Il y a une pente descendante créée artificiellement dans la culture occidentale qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut être capable de séparer la corruption qu'on voit présentement, qui a été induite par ce que JFK a appelé, on a montré le clip à plusieurs reprises, l'infiltration des institutions par les marxistes, etc., pourrissement de l'intérieur, de la famille, de l'État, de l'Église, etc. C'est une dégénérescence induite et artificielle de la civilisation occidentale, et c'est contre ça qu'on se bat, c'est contre ça que JFK s'est battu, c'est contre ça que Trump s'est battu, se bat encore aujourd'hui. On se bat contre cette dégénérescence de la culture occidentale. Si on se bat contre la dégénérescence de la culture occidentale, il faut garder en tête qu'il y a quelque chose à sauver, puis que c'est pas genre tout mal, et puis qu'on n'est pas, on n'est pas sur un logiciel de la culpabilité blanche, responsable de tous les maux du monde. Si on est responsable de tous les maux du monde, ben on n'a pas à se battre pour sauver cette civilisation-là. Et on va faire un web journal là-dessus, OK? Donc, c'est pas... Je résume ce que je dis, c'est... On se bat contre la dégénérescence de la culture occidentale qui a lieu, qui est arrivé, on l'a expliqué à plusieurs reprises par l'école de Francfort, la longue marche à travers les institutions, le pourrissement de l'intérieur, la culture. On ne pouvait pas détruire la culture, la civilisation occidentale par une invasion extérieure. Il a fallu, c'est l'approche trotskiste, de la faire pourrir par l'intérieur. Et c'est de ça dont JFK parlait, l'infiltration, etc., etc. Et contre quoi le macartisme s'est battu.
et dont cette espèce de mouvement de ressaisissement de la civilisation européenne dont Trump est la tête émergée présentement. S'il y a quelque chose à sauver, c'est parce qu'on a déjà été grand. Make America Great Again, c'est parce qu'on a déjà été grand, pas parce qu'on... Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir du white guilt, la culpabilité blanche, etc., qu'on veut retourner à une époque beaucoup plus paisible, sereine, de grandeur civilisationnelle. C'est pas mauvais de dire grandeur civilisationnelle, parce qu'on a fait des choses... Si vous regardez, en fait, Ah non, je vais garder ça pour le web journal. Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Yuri Bezmenov, justement, ce transfuge du KGB qui expliquait comment on démoralise une civilisation et à partir du moment où les gens sont démoralisés dans la civilisation, on peut facilement la faire tomber. C'est exactement ça, Yuri Bezmenov. Pour ceux qui crachent sur la civilisation occidentale en disant genre oh, l'exploitation, vous êtes des gens. Non, mais c'est vrai, Alexis. Non, je veux dire, oui, mais non. Vous êtes des gens qui avaient été démoralisés dans une entreprise d'ingénierie sociale. Et ça ne sert à rien de se battre dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se battre. Vous pouvez rester à la maison. Voilà. Alors donc, on va solliciter vos dons, on va solliciter votre appui, on essaie de sauver la civilisation occidentale. On a sauté une semaine, c'est dur, et donc, si vous pensez que ce qu'on fait à Radio-Québec, ça vaut quelque chose, si vous pensez que ça vaut rien, aidez-nous pas. Si vous n'êtes pas dans les capacités de nous aider, aidez-nous pas non plus. Je veux dire, on ne va pas tordre le bras de personne, mais si vous pouvez, donnez-nous un petit clin d'œil, un petit coup de pouce. Pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de réflexion-là. Il y a une continuité historique à Radio-Québec depuis 8 ans, hein, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, on est sur le logiciel de sauver la civilisation occidentale, c'est-à-dire à expliquer ce que Kennedy a tenté de faire, ce que plusieurs personnes ont tenté de faire jusqu'à Trump. On est dans cette continuité-là. Et donc, mais c'est une guerre de l'information, ça prend votre soutien. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça, tu sais, ex nihilo. Puis les gens qui ont vous regardez tous les influenceurs, on pourrait appeler ça les influenceurs, qui n'ont pas de soutien s'effondrent et disparaissent. Et donc, si on veut continuer, on a besoin de votre soutien. Voilà. Ouf. En fait, j'étais pas en pleine forme. C'est ça le truc. J'étais comme semi-malade avant d'entrer en onde. C'est peut-être. Je suis toujours. Mais cette fois-ci, c'était pire. J'étais comme. J'ai comme mal dormi. J'avais comme un petit peu la tremblote. J'étais pas. Mais ça, c'est finalement bien sorti. OK. Donc, des fois, c'est l'actualité qui aide. Hein? C'est plus simple quand l'actualité va dans le bon sens. OK. Alors, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Et voilà. Pensez-y avant de répondre. Pensez-y bien avant de répondre quand je lance des pointes comme ça. Et, on dirait que même des gens qui... C'est ça. Les gens sont négatifs, comme on dirait, spontanément. On dirait qu'ils veulent offrir la contradiction coûte que coûte. Tu dis la civilisation occidentale mérite d'être sauvée. Puis là, ouais, puis là, tu sors toutes les affaires. Ouais, Monsanto, et puis tu. Ouais, mais ça, c'est pas la civilisation occidentale. C'est sûr qu'il y a des ratés. Il n'y a aucune. C'est de l'humain. Il y a comme, tu sais, on se marie, puis finalement, on divorce, puis on s'est chicané, puis c'est comme. Il y a de l'humain, il y a des choses, il y a des gens qui sont avares, il y a des meurtres. On n'est pas. Il y a des choses. Il y a comme plein de personnes dans une civilisation, puis c'est pas parce qu'il y a comme un certain nombre de choses qui ne sont pas optimales ou qui sont même très mauvaises, que le noyau de la civilisation occidentale ne mérite pas d'être sauvé. Et je crois qu'elle mérite d'être sauvée parce que je pense, en fait, qu'on a contribué plus que tous les autres, plus que toutes les autres civilisations à l'émancipation de l'humanité. Et je vais l'expliquer dans un web journal. Voilà. Allez! On va finir ça à 1h17. Ciao la gang. À la semaine prochaine.